accorder beaucoup d'importance parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui s'expliquent. D'abord, pendant la pénétration coloniale, la résistance touareg qui s'est organisée, les grandes tribus touareg, les Kalentassar, les Tengrigif, les Oulimeden, les Kunta, si j'en oublie comme en excuse, qui ont opposé la résistance à la pénétration coloniale. Elle a duré grâce au soutien des Songwe. C'est détaillé. Lorsque cette pénétration s'est opérée, la dernière confédération qui résistait, c'est la confédération de Oulimeden. Elle a été détruite le 16 mai 1916, à la suite d'une convergence de plusieurs forces, y compris certaines populations du Nord qui ont trahi, qui ont été utilisées par le colonisateur contre leurs frères. C'est comme ça que la confédération de Oulimeden a été détruite le 9 mai 1916 et son leader Firoun a été assassiné le 25 mai 1916 par des frères, par des gens de la zone. Alors à partir de cette période, c'est créé une nouvelle situation. Donc, le colonisateur a décidé d'administrer en sa façon. Donc, elle a érigé certaines tribus au-dessus des autres. C'est là que vous trouverez la convention du 15 septembre 1907, la convention dite de Bourem. Quand vous lisez cette convention, il y a une partie que je vais citer de mémoire, tellement je l'ai relue. Il est écrit que l'Adra des Ifogas appartient désormais aux Ifogas et à ce qu'il plaira aux Français d'y installer. Prenez cette citation, comparez-la à celle qui s'est passée en 2013. À partir de ce moment, une classe sociale a été créée, qui a eu la suprématie sur tous les autres pendant 70 ans. Ce qui fait qu'à la veille des indépendances, en 1957, le processus de décolonisation a été imposé aux anciennes puissances coloniales, l'Angleterre, la Hollande et la France. Les deux premiers ont décolonisé, la France a louvoyé. Elle a cherché par tous les moyens à partir tout en restant. Et c'est comme ça qu'il avait été prévu et la loi a été votée en 1957. La loi qui crée l'organisation commune des régions sahariennes. Une partie du nord du Mali, un peu de la Mauritanie, une partie de l'Algérie, une partie du Niger et du Tchad. Cette amputation a échoué grâce à la bataille héroïque qu'ont mené les hommes politiques qui siègent en ce moment dans les institutions de la République française, notamment le sénateur Mohamed Alassane Haïdara, dont le discours est reproduit ici, qu'il a lu à la première session de l'ORCRS du 21 au 22 octobre 1958. Grâce au travail du député Modibo Keïta, ministre, qui s'est opposé par tous les moyens, y compris dans des conversations avec De Gaulle, grâce au travail du gouvernement de l'autonomie interne, le ministre de l'Intérieur Madera Keïta, qui a donné de lui-même pour tourner dans les régions du Nord pendant des semaines, pendant des mois, pour parler avec les populations du Nord. Et à cette occasion, et c'est là que je porte un démenti formel aux propagandistes de la rébellion qui disent que les populations du Nord ne voulaient pas être dans le Soudan. Madera Keïta a réuni tous les chefs des grandes tribus du Nord, y compris les Ifogas. Ce jour-là, les populations touareg du Mali ont choisi de rester dans leur pays. Ils n'ont pas choisi un pays étranger, comme on le fait croire. Ils ont choisi de rester dans leur pays. Il y a la fameuse phrase où il disait « Les colonisateurs nous ont colonisés ensemble, on veut aller à la liberté ensemble. » Toutes les oueds coulent vers le sud. Notre avenir, c'est au sud. Ce jour-là, c'est à Taher Ag-Ili, le père de notre tous vénéré père Intala, c'est lui qui était le porte-parole, au nom de toutes les tribus. Et donc, on est venu manipuler ça pour dire qu'il ne voulait pas. Pas du tout. La fameuse lettre que les séparatistes dont les séparatistes parlent dans leur déclaration d'indépendance, elle a été écrite effectivement. Il y a un chapitre qui est consacré à ça. C'est lui qui l'a écrit, son nom est là-dedans.
La pétition a eu 300 signataires, mais il n'y avait aucun de Kidal. La France n'a pas répondu. Et d'ailleurs, il a demandé à rester musulmans français. Il dit qu'ils ne veulent pas de l'indépendance. Ou si ils n'ont pas gain de cause, ils veulent être rattachés au Maroc ou à la Mauritanie. C'est documenté, il y a les lettres ici. Donc, cette partie, je voulais vraiment que ça soit très clair. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes Touaregs, de jeunes Arabes qu'on est en train d'intoxiquer par des bouts d'informations. Et surtout, il y a les lobbies séparatistes dans les pays occidentaux qui donnent des bouts de papier et on endoctrine toute une génération. Ce n'est pas vrai. Leurs ancêtres ont choisi de rester dans leur pays. Le Mali n'appartient pas plus aux Sonrai, aux Bambara, qu'aux Touaregs, aux Arabes. C'est notre pays à nous tous. Personne n'est plus propriétaire que l'autre. C'est pour cela que j'ai tenu à remonter l'histoire pour montrer que les populations originelles, c'est les Bella et les Touaregs, les Arabes et les Bella et les Sonrai. Les Arabes et les Touaregs sont venus s'ajouter à eux. Donc aujourd'hui, c'est notre pays à nous tous. Ça n'appartient à personne. D'accord. La République du Mali naîtra le 22 septembre 1960 et déjà le président Modibo Keïta va faire face à la première rébellion en 1963. Et dans l'histoire, dans le livre, vous rappelez que ce n'était pas des velléités sécessionnistes, cette première rébellion. Absolument. C'est très important à souligner parce qu'il y a des idéologues de la rébellion qui produisent beaucoup de documents manipulés. La première rébellion, en réalité, n'était pas une rébellion pour la sécession. Peut-être qu'un jour, les historiens diraient même qu'on aurait pu le gérer avec un peu plus de doigté au départ. Mais c'est facile de se mettre à la place des hommes de l'époque. Vous savez, le pays vient d'être indépendant, les velléités sécessionnistes ne pouvaient pas être acceptées. Vous vous rappelez comment le soulèvement des Bambara a été maté à Sakouiba? Ce n'est pas pourtant parce qu'il y avait du racisme ou du génocide, mais c'était les pratiques du moment. Si je ferme la parenthèse, c'est en réalité la préservation de l'ordre féodal que le pouvoir colonial a maintenu pendant 70 ans de la tribu des Iforas. Les gens ne voulaient pas payer d'impôts. Ils ne voulaient pas amener leurs enfants à l'école. C'était la pratique au nord, et même nous, peut-être nos parents n'allaient pas nous amener à l'école. Ils ne voulaient pas changer le franc malien lorsque le gouvernement l'a demandé. Ils ne voulaient pas se soumettre aux exigences des services des eaux et forêts. Ils voulaient conserver les droits féodaux sur les autres ethnies, les Imrad et les Idnan, maintenir l'esclavage et le servage. Le président Modibo a dit niet. Peut-être cette phase-là aurait pu être gérée avec plus de doigté parce que j'ai rappelé tantôt qu'Attaher Agili était de ceux qui ont refusé la sécession lorsque ça leur a été proposé en 1957 avec la création de l'OCRS qu'on tendait vers l'indépendance. Donc on ne peut pas les accuser dès le départ de vouloir quitter le Mali. Ils voulaient garder les privilèges féodaux, le pouvoir à dit niet. Et dans le document, il y a le rapport du commandant de cercle de Gao dans son temps, notre père, père à son âme, Bakara Diallo, qui a fait une tournée. Il y a le compte-rendu de ses entretiens avec Attaher Agili. Le mécontentement a commencé à cause de cela. Maintenant, comment ça a été géré, c'est une autre chose. Donc, c'est resté jusqu'à la disparition d'Attaher Agili. Maintenant, ses fils qui l'ont succédé, Zeid et Intala, n'avaient pas le même tempérament que lui. Et donc, il y avait un mécontentement qui s'est généralisé dans la zone. Et il y a eu une révolte contre l'État. Là, les avis divergent. Il semblerait que c'est un Goumé qui aurait tiré sur des populations. Certains documents disent que c'est des gens qui ont tiré sur les Goumés pour prendre son arme. En un mot, l'étincelle a été mise au poudre. À partir de ce moment, le président de la République a estimé, c'est lui qui jugeait de cela en ce moment, qu'il fallait utiliser deux armes dont les États disposent. La force légitime de l'État et la diplomatie qui n'est que, d'après un penseur, la prolongation de la guerre par d'autres moyens. Et donc il a chargé le capitaine Dibis Diarra, auquel il a donné les pleins pouvoirs pour remettre de l'ordre. En même temps,
Il travaillait pour qu'autour du Mali, le Niger, l'Algérie, le Maroc, que tous ces pays s'allient au Mali pour barrer la route à la rébellion. Et c'est ce qui s'est passé. La rébellion a été circonscrite. Maintenant, je reviendrai plus tard. Quand cette rébellion a été circonscrite, il y a des vérités aussi qu'on doit dire. Parce qu'on ne peut pas nous réconcilier quand on ne dit pas certaines choses. Dans le processus de rétablissement de l'État dans la région de Kidal, dans l'Agdag, il y a eu des abus contre les populations. Si on ne le dit pas, ça aussi, on n'est pas véridique. On en a parlé dans le livre. Il y a eu des exécutions sommaires. Il y a eu beaucoup d'orphelins. Il y a eu des gens qui ont été tués, qui ont été pris comme ça. Vous savez que chez le Touareg, quand vous lui enlevez le turban en public, c'est la plus grande humiliation que vous pouvez lui faire subir. On amenait des chefs de tribu. On enlevait leurs turbans, on les rasait. On les faisait arrêter au soleil toute la journée, on les fusillait vers le soir. Et on obligeait les populations à applaudir. Il y a des jeunes dont les pères ont été exécutés comme ça. Ils ont vu ça. Dans la rébellion aujourd'hui, l'un des animateurs de la rébellion, le colonel Agnazim, on a fusillé son père devant lui, il avait 9 ans. Peut-être qu'il est aujourd'hui animé par la vengeance. Mais il y a des gens qui ont su se mettre au-dessus. Ils ont compris ce qu'est un État. Il y a un homme auquel moi je voudrais rendre hommage aujourd'hui, c'est Mohamed Aguishrash, le gouverneur de Kidal. Son père a été tué aussi. Il y a des hommes qui ont perdu des parents pendant la rébellion des années 92. Le premier, c'est Agamani. Il aurait pu faire vengeance se mettre dans la rébellion, mais ça n'a pas été le cas. Donc cette partie aussi, il faut qu'on la dise si on veut dire la vérité. On obligeait les Touaregs à parler et chanter en Bambara et en Bobo. Celui qui refuse, on l'exécute. La troupe de Kidal était obligée de chanter en Bobo et en Bambara. Naturellement, quand vous sortez ces arguments aujourd'hui devant des jeunes auxquels vous voulez inoculer la haine contre le Mali, ils vont croire. Alors ces vérités aussi, il faut qu'on se les dise. Maintenant, les rebelles, disons les idéologues de la rébellion, les sécessionnistes, utilisent tout ça. Voilà comment la première rébellion a été circonscrite. Je m'arrête là pour l'instant parce que je ne veux pas lire le livre, il faut que les gens le lisent. Exactement, la première rébellion elle a été circonscrite comme celle-là. Est-ce qu'on peut dire que la façon, la méthodologie à l'époque, c'était peut-être de mater, de réprimer Est-ce qu'on peut dire que finalement cette méthode